Cet événement avec Lily Peters n'a laissé personne indifférent. Elle rentrait chez elle après avoir rendu visite à des proches, mais n'a pas atteint sa destination, bien que le chemin soit très court. La police a immédiatement commencé les recherches, et les nouvelles de sa disparition se sont rapidement répandues, devenant l'un des sujets les plus discutés du pays. Tous les événements se sont déroulés à une vitesse incroyable, suscitant l'étonnement et la surprise de tous ceux qui suivaient dans cette affaire. Chaque nouvelle découverte ajoutait plus de mystères et de préoccupations au cas, le rendant de plus en plus complexe et confus. Dans l'une des villes tranquilles du Wisconsin, Lily Peters est née le 4 novembre 2011. Ses parents ont divorcé alors qu'elle n'était encore qu'un bébé. Elle est donc restée avec son père. Cependant, sa mère a continué de participer activement à la vie de Lily et la voyait souvent. Lily a grandi en tant que fille joyeuse, aimant passer du temps en plein air, jouer avec ses amis et faire du vélo. La ville était petite et sûre, donc son père lui permettait parfois de rouler dans les rues environnantes. Lily rendait souvent visite à sa tante, qui habitait à quelques centaines de mètres de sa maison. Le 24 avril 2022, alors que Lily avait 10 ans, elle a décidé d'aller chez sa tante à vélo. Vers 3 heures de l'après-midi, elle a quitté la maison. Plusieurs heures se sont écoulées et Lily n'était toujours pas de retour, ce qui a inquiété son père. Il a appelé sa sœur, la tante de Lily, mais elle a dit que Lily était partie environ 1 heure auparavant. L'homme a compris que quelque chose n'allait pas car la maison de sa sœur était à quelques minutes seulement et il avait demandé à Lily de rentrer immédiatement après sa visite. Quand sa fille n'est pas revenue à la maison, le père a commencé à appeler les parents de ses amis, espérant qu'elle pourrait être restée chez l'un d'eux. Mais personne ne savait où elle était. Ensuite, il a contacté les proches et les connaissances, et tous se sont immédiatement joints à la recherche. Ils ont commencé à fouiller le trajet entre la maison de la tante de la fille et chez elle, élargissant progressivement la zone de recherche. Le soir, n'ayant aucun résultat, le père a décidé d'appeler la police vers 9 heures du soir. Les enquêteurs se sont immédiatement joints aux recherches et ont mobilisé encore plus de volontaires parmi la population locale. Le père a suggéré d'utiliser le système Alert Amber, qui permet de diffuser rapidement des informations sur les enfants disparus à la population. Cependant, les enquêteurs ont expliqué que la situation ne répondait pas aux critères pour activer ce système, car il n'y avait aucune preuve que l'enfant était en danger. Le père était déçu, mais ses arguments n'ont pas changé la décision de la police. Les recherches ont continué, et bientôt le vélo de la fille a été trouvé dans les buissons d'un petit parc près d'un sentier. Cela a suscité de sérieuses préoccupations quant à ce qui aurait pu se passer. Les enquêteurs ont commencé à analyser comment le vélo avait pu arriver là. Le chemin principal entre les maisons de la fille et de sa tante passait par une route. Elle utilisait toujours ce chemin. Il y avait aussi un autre chemin par un sentier, où le vélo a été trouvé, mais il était plus long. Le père ne comprenait pas pourquoi elle avait choisi ce chemin. Mais une chose était claire. C'est dans cette zone, entre les arbres denses, que quelque chose s'était passé. Après la découverte du vélo abandonné, la police a décidé de renforcer ses efforts. Ils ont fait appel à des collègues avec des chiens et des drones et ont augmenté le nombre d'officiers impliqués dans l'opération. Les policiers ont fouillé les environs, parlant aux résidents locaux, dans l'espoir de trouver des indices. Malgré tous leurs efforts, Lily n'a pas été retrouvée. Les recherches ont continué toute la nuit, et ce n'est qu'au matin qu'il y a eu des nouvelles inquiétantes. Vers 9 heures du matin, Lily a été découverte dans le parc où le vélo avait été trouvé. Elle se trouvait à quelques dizaines de mètres, entre des arbres denses et sous une couche de feuilles, ce qui rendait sa localisation difficile la nuit. Les enquêteurs ont immédiatement compris que l'affaire était grave, mais ils devaient attendre les résultats officiels des experts. En attendant, ils se sont concentrés sur la recherche du suspect et la sécurité des résidents.
Des patrouilles supplémentaires ont été organisées dans la ville et des agents se sont rendus à l'école que fréquentait Lily. L'administration scolaire a envoyé des messages à tous les parents, leur demandant de ne pas laisser leurs enfants sans surveillance. La nouvelle de l'événement s'est rapidement répandue parmi les habitants de la ville. De tels incidents étaient rares ici, donc les gens étaient très inquiets. Ils comprenaient qu'au cours du jour, que le suspect pouvait se trouver parmi eux et que la police n'avait jusqu'à présent aucune piste sérieuse. Au cours de la journée, la police a reçu de nombreux témoignages de résidents partageant leurs observations et signalant des événements suspects. Les enquêteurs ont commencé à vérifier tous les habitants du district ayant un passé criminel. Cela a conduit à des tensions parmi les citoyens qui se préoccupaient de la sécurité de leurs enfants. L'incertitude de la situation n'a fait qu'accentuer la peur, et la police continuait à garder le silence sur l'état de l'enquête. Des rumeurs ont commencé à circuler en ville. Certains disaient que la fille d'Oko pourrait s'être noyée dans une rivière. D'autres prétendaient en savoir qui était responsable. Toutes ces spéculations ne faisaient qu'alimenter l'inquiétude, et les habitants demandaient une résolution rapide de l'affaire. Le lendemain, le 26 avril, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de la tante de Lily et a bouclé le bâtiment. Cette démarche a surpris les habitants, mais les autorités restaient silencieuses. Les gens ont attendu toute la journée des nouvelles, et finalement la police a fait une annonce. Une personne a été arrêtée pour un crime contre Lily. Mais ensuite, une nouvelle inattendue est arrivée. Le nom du suspect n'a pas été révélé car il est mineur, et la loi sur la confidentialité interdit de le nommer. Néanmoins, l'information se propage rapidement dans une petite ville. Bientôt, tout le monde a appris la nouvelle choquante. Le suspect était Carson Peter Berge, 14 ans, le cousin de Lily. Cette nouvelle a secoué tous ceux qui suivaient l'enquête. Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, la police a révélé qu'ils avaient découvert Carson grâce à des informations du forum Reddit. Les utilisateurs discutèrent de l'affaire et partageaient leurs suppositions. À un moment donné, un message est apparu, signalant que quelqu'un avait vu une fille avec un vélo accompagnée d'un garçon plus âgé en passant dans le parc. Lorsque les nouvelles de l'incident se sont répandues, un des utilisateurs a immédiatement supposé que le jeune homme pourrait être impliqué. Un autre utilisateur, en lisant cela, a décidé de partager ses soupçons avec la police. Il n'a pas fallu longtemps pour que les enquêteurs reçoivent une autre information importante. La grand-mère de Carson a raconté un incident effrayant. Le garçon avait avoué à sa jeune sœur que c'était lui. Les enquêteurs ont décidé d'interroger Carson et au cours de la conversation, il a soudainement tout avoué. Il a raconté qu'il était sorti avec Lily ce soir-là et lui avait proposé une promenade dans le parc pour explorer la nature. À un endroit isolé entre les arbres, où personne ne les voyait, il a fait ce qu'il a fait. Malheureusement, je ne peux pas décrire en détail ce qui s'est passé en raison des directives de YouTube. Après l'incident, le garçon est rentré chez lui et a pris une douche. Quelques heures plus tard, lorsque les adultes ont commencé à chercher Lily, il est retourné sur les lieux et l'a recouverte de feuilles. Les aveux de Carson n'ont laissé aucun doute aux enquêteurs, car ils connaissaient des détails que même le père de la fille ignorait. Peu de temps après l'incident, un rapport médical a été présenté, confirmant les déclarations de Carson. Des traces biologiques ont été trouvées sur les lieux du crime, indiquant à nouveau son implication. Finalement, il a été accusé. Malgré ses 14 ans, il a été décidé de juger Carson comme un adulte. Après son arrestation, Carson a été présenté au juge, qui a fixé une caution d'1 million de dollars. Sa famille n'ayant pas de tels moyens, Carson est resté en détention. La grand-mère de Carson a tenté de faire transférer l'affaire au tribunal pour mineurs. Elle a écrit une lettre au juge affirmant que son petit-fils était un bon garçon qui avait commis une erreur. Mais ses efforts sont restés vains. Pour la famille de Lily, ce fut une grande tragédie. Ils ont perdu leur fille et les accusations ont été portées contre leurs parents. Carson a raconté l'incident à sa jeune sœur et a partagé les détails avec les enquêteurs, sans montrer de remords. Le jour où Lily a été retrouvée,
Sa famille a organisé une cérémonie commémorative à laquelle Carson a participé. Il a embrassé les parents en deuil et a essayé de les réconforter. Quant à la famille de Carson, il vivait avec sa mère et son partenaire, tandis que son père biologique, Adam Berger, vivait dans une autre ville. Carson était très proche de son père, mais en 2016, l'homme a été arrêté. L'histoire de Carson et de sa famille est pleine de complexité et de moments contradictoires. En 2018, son père, Adam, s'est retrouvé dans une situation scandaleuse. On a trouvé chez lui des matériaux personnels inappropriés, ce qui a conduit à une procédure judiciaire. En conséquence, Adam a passé 3 ans dans un établissement pénitentiaire, puis il s'est installé dans une ville voisine près de son fils. Cet incident a eu un fort impact sur Carson. Les proches ont remarqué que le garçon autrefois joyeux était devenu renfermé et irritable. Sa relation avec sa mère, en particulier, est devenue difficile, car il la tenait responsable de la situation en raison de sa séparation d'avec son père. Pendant son incarcération, Adam a tenté d'obtenir la permission de visite non surveillée avec son fils, mais cela lui a été refusé. La mère de Carson était opposée à ces visites, ce qui a encore exacerbé les tensions dans leur relation. Néanmoins, le père et le fils ont réussi à rester en contact par email et par téléphone lorsque le garçon rendait visite à sa grand-mère. Selon cette dernière, Carson s'épanouissait visiblement lors de ces moments. Il convient de noter que la mère de Carson a également eu ses propres problèmes avec la loi. Elle a été tenue responsable pour possession de substances interdites et pour un conflit avec son ex-mari. Après sa séparation d'avec le père de Carson, la femme a entamé une relation avec un homme qui avait des antécédents de fraude financière. John, le nouveau partenaire de la mère, a longtemps vécu dans leur maison et a assumé le rôle de beau-père pour Carson. Lorsque cette histoire est devenue publique, les gens se sont tournés vers les réseaux sociaux de John. Ces publications ont soulevé de nombreuses questions. Il y avait des images liées à des affaires criminelles, célèbres, ainsi que des blagues ambiguës sur ses pairs. L'histoire de Carson a attiré l'attention non seulement à cause de l'incident lui-même, mais aussi à cause de son environnement difficile. Son éducateur était John, un homme avec un passé lourd, qui avait laissé un message troublant sur les réseaux sociaux concernant ses étranges désirs. La mère de Carson, qui participait également à son éducation, avait ses propres problèmes avec la loi. Quelques mois après l'arrestation de Carson, un incident s'est produit, provoquant une grande résonance publique et menaçant de compromettre l'enquête. Pendant la préparation du procès, l'avocat du garçon a signalé une vidéo YouTube contenant prétendument des informations confidentielles sur l'affaire. Il s'agissait d'enregistrements de conversations policières, d'appels d'urgence, de divers documents et de vidéos des forces de l'ordre. L'avocat a affirmé que la publication de ces matériaux enfreignait la loi et pouvait compromettre le procès. La situation s'est aggravée car la vidéo avait presque 1 million de vues. Il est à noter que l'avocat lui-même a déclaré qu'il n'avait pas accès à certaines de ces données et ne pouvait pas expliquer leur apparition sur le net. D'un point de vue juridique, une telle fuite d'informations pourrait sérieusement influencer le déroulement de la procédure jusqu'à la révision de certains chefs d'accusation. Le juge a montré de l'intérêt pour cette vidéo. Une vérification a cependant révélé que l'avocat parlait d'une vidéo ordinaire, du genre « True Crime », contenant exclusivement des informations provenant de sources publiques. Après avoir examiné le contenu, les revendications de l'avocat ont été rejetées comme infondées. Néanmoins, cet incident a attiré l'attention sur l'avocat lui-même. Des questions ont été posées sur la manière dont la famille de Carson avait pu engager un avocat si coûteux, étant donné que leurs revenus officiels ne semblaient pas correspondre à de telles dépenses. En été 2023, des audiences importantes ont eu lieu, durant 3 jours. La question centrale était la suivante. Comment le cas de Carson devait-il être traité selon les normes pour mineurs ou pour adultes? Le juge doit prendre cette décision dans les mois à venir, mais aucun verdict n'a encore été rendu.
Carson a participé aux sessions par vidéoconférence depuis le centre de détention provisoire. Il était interdit aux journalistes de montrer son image à l'écran en raison de son âge. Il est intéressant de noter que la source de paiement des services de l'avocat de Carson reste inconnue, ce qui soulève des questions supplémentaires. Le résultat de cette décision peut fortement influencer l'avenir de Carson. Si son cas est transféré à un tribunal pour mineurs, la peine peut être assez légère. Ces tribunaux imposent rarement des peines de prison et optent plus souvent pour un traitement ou une réhabilitation. Ce processus dure généralement plusieurs années, après quoi les jeunes retournent dans la société. Cependant, si Carson est jugé en tant qu'adulte, il risque une peine beaucoup plus sévère, allant jusqu'à la prison à vie. C'est précisément ce que réclament les parents de Lily. Compte tenu de toutes les circonstances connues de l'affaire, beaucoup pensent que le transfert à un tribunal pour mineurs serait une mauvaise décision. Selon les enquêteurs, les actions de Carson étaient soigneusement planifiées à l'avance. Il est affirmé qu'il n'a pas seulement mis ses plans à exécution, mais s'en est également vanté par la suite. Les preuves disponibles indiquent clairement son implication dans l'incident. Ainsi, la question de savoir comment la société doit réagir à de tels cas et quelles mesures doivent être prises pour protéger ses citoyens reste ouverte et suscite de vives discussions. Un jour, une étudiante d'une université d'élite n'est pas rentrée chez elle après une visite à la bibliothèque, et personne ne l'a revue depuis. Peu après, l'enquête a commencé, révélant des faits de plus en plus troublants et mystérieux, qui ont suscité l'indignation. Finalement, l'affaire a conduit à des changements dans la législation. Malgré tous les efforts, la vérité est restée cachée pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 2024 que l'affaire a été résolue. Tara Baker est née le 20 janvier 1977 dans une banlieue d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Ses parents ont divorcé quand elle était encore enfant, et plus tard, sa mère s'est remariée et a donné à Tara un demi-frère. Au total, Tara avait 2 frères et une sœur, et elle était l'aînée d'entre eux. Dès son plus jeune âge, Tara s'est intéressée au droit et à la justice, ce qui a façonné son désir de devenir avocate ou juge. Elle mettait en scène des procès imaginaires avec ses jouets, créait des contrats amusants avec ses proches et écrivait même des lettres aux politiciens. Une fois, elle a envoyé une lettre au président, exprimant son mécontentement que son discours ait interrompu son émission préférée. Après l'école, Tara est entrée au Georgia College, qu'elle a terminé prématurément en 3 ans, obtenant 2 licences en droit. En 1999, Tara a poursuivi ses études à l'Université de Géorgie pour obtenir une formation financière et réaliser son rêve. Cette université, située dans la ville d'Athènes, était considérée comme l'une des meilleures facultés de droit du pays et se trouvait à seulement quelques heures de chez ses parents. Tara a décidé de vivre hors du campus. Elle a choisi une maison privée avec 3 chambres séparées, louées à des étudiantes. L'une de ses nouvelles colocataires était une vieille amie du collège. Pour couvrir le loyer et d'autres dépenses, Tara a pris un emploi dans un cabinet d'avocats renommé où elle a également acquis une précieuse expérience professionnelle. En 2e année d'université, en janvier 2001, alors que Tara avait 23 ans, elle passait beaucoup de temps à étudier. On la trouvait souvent à la bibliothèque universitaire. La soirée du 18 janvier ne faisait pas exception. Tara et son amie sont venus à la bibliothèque et y ont travaillé pendant plusieurs heures. Vers 7h30 du soir, l'amie de Tara est rentrée chez elle, et Tara a décidé de rester un peu plus longtemps. À 6h du soir,
Tara a appelé son amie pour s'assurer qu'elle était bien rentrée chez elle et a dit qu'elle partirait bientôt aussi. Le lendemain, vers 6 heures du soir, la mère de Tara, Virginia Baker, a reçu un appel inattendu d'un policier. Il a posé une étrange question, demandant si sa fille avait déjà été arrêtée, car ils avaient même besoin de ses empreintes digitales. Virginia a d'abord pensé que c'était une blague et a raccroché. Mais après une brève réflexion, elle a décidé d'appeler le poste de police d'Atkins. À sa surprise, ils ont confirmé que l'appel provenait d'un véritable enquêteur et ont dit qu'un incident s'était produit dans la maison de Tara. Ne comprenant toujours pas complètement ce qui s'était passé, Virginia a demandé à parler à Tara au téléphone. Virginia s'est adressée à l'enquêteur qui a rapporté que Tara n'avait pas encore été retrouvée et que des corps avaient été découverts dans la maison brûlée, dont l'identité n'avait pas été établie. La police essayait de vérifier les empreintes digitales sur divers objets. La seule voisine de Tara qui avait été retrouvée n'était pas chez elle au moment de l'incendie. Le lieu où se trouvaient Tara et la deuxième voisine restait inconnu, et les enquêteurs soupçonnaient que l'une d'entre elles pourrait être parmi les corps trouvés. Virginia a demandé de décrire la chambre où l'un des corps avait été trouvé, et la réponse de l'enquêteur l'a bouleversée. Dans la chambre se trouvaient de nombreux objets antiques que Tara avait collectionnés. La famille de la jeune fille s'est immédiatement mise en route pour Atkins, espérant qu'il s'agissait d'une erreur et que tout allait bien. Arrivés au poste de police, ils sont restés longtemps dans l'incertitude. Personne ne se pressait pour leur expliquer quoi que ce soit. Après plusieurs heures, l'un des enquêteurs a rapporté que le corps trouvé dans la maison appartenait à Tara et que la cause de sa mort n'était pas l'incendie, mais un accident survenu avant le feu. Il a ajouté qu'il était fatigué et ne pouvait pas répondre à leurs questions, mais a mentionné que Tara avait laissé une trace du coupable. Des particules de peau avaient été trouvées sous ses ongles, ce qui pourrait aider à l'identification. Les proches de Tara ont été bouleversés par cette nouvelle, mais n'ont reçu aucune information supplémentaire de la police. Ils ont essayé d'obtenir des réponses, mais personne ne voulait leur parler. Depuis lors, le département de police n'a plus jamais contacté la famille, et ils ont dû littéralement arracher des informations en appelant constamment et en se rendant au poste. Dans la nuit du 19 janvier, vers 11h19, les pompiers ont reçu un appel à l'adresse de Tara. À leur arrivée, ils ont rapidement maîtrisé l'incendie et ont trouvé à l'intérieur une personne qui a été plus tard identifiée comme étant Tara Baker. Les médecins légistes ont déterminé qu'elle était déjà décédée avant l'incendie. Le feu n'a commencé que plus tard, et les enquêteurs ont conclu que cela avait été fait pour détruire les preuves. Cependant, les parents n'ont pu obtenir ni un rapport des médecins légistes, ni des informations détaillées sur l'incident de la part de la police. Plus tard, la famille de Tara a appris que de nombreuses preuves auraient pu être détruites pendant la lutte contre l'incendie, ce qui est courant dans de telles situations. Les pompiers se concentrent principalement sur l'extinction du feu et le sauvetage des personnes, s'il y en a. Ils ne pouvaient ne pas savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Quelque temps plus tard, la famille a découvert que la maison n'avait probablement pas été sécurisée après la découverte de Tara, permettant à quiconque de s'en approcher ou même d'y entrer. En recueillant des informations, la famille de Tara s'est heurtée à plusieurs reprises à la réticence de la police à divulguer des informations sur l'enquête, ainsi qu'à leur comportement grossier et non professionnel. À un moment donné, ils ont commencé à enregistrer les conversations avec la police et ont essayé de déposer des plaintes contre les enquêteurs locaux, mais sans succès. Finalement, ils ont décidé de mener leur propre enquête et se sont tournés vers un criminologue connu qui a accepté de les aider dans cette affaire.
Les autorités locales chargées de l'application de la loi étaient prêtes à remettre les dossiers de l'affaire uniquement à condition que les informations ne soient divulguées à personne d'autre que les enquêteurs, y compris la famille de Tara. Les proches de Tara n'ont pas pu obtenir les documents pendant 10 ans. Ils n'ont réussi à obtenir la divulgation des documents qu'après s'être adressés au gouverneur de l'État. Néanmoins, le rapport n'indiquait pas la cause exacte de l'incident, mais seulement plusieurs blessures. Cependant, l'enquête se poursuivait, bien qu'il y ait eu des moments controversés, dont nous parlerons plus tard. Lorsque les pompiers ont éteint l'incendie et trouvé Tara, ils ont appelé la police. Les enquêteurs, réalisant qu'un crime avait eu lieu, ont essayé de trouver des preuves, mais la chambre avait été gravement endommagée par le feu et inondée d'eau. Plus tard, il s'est avéré que certains objets n'avaient pas été vérifiés pour les empreintes digitales. La police a constaté que l'ordinateur portable de Tara avait disparu de sa chambre. Comme c'était l'année 2001, la technologie était assez encombrante, mais d'autres objets de valeur ne manquaient pas. Cela remettait en question la théorie du vol. Aucune trace d'effraction ou d'entrée illégale n'a été trouvée, ce qui suggérait que Tara connaissait l'agresseur et l'avait laissé entrer volontairement. Cependant, l'incendie et les actions des pompiers ont tellement endommagé la scène du crime qu'il était difficile d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Les 2 colocataires étaient dans d'autres villes ce soir-là et Tara était restée seule à la maison. Déterminer le moment exact de la tragédie était une tâche difficile pour les experts. Ils ont fixé la période entre 10 heures du soir, lorsque la jeune fille a quitté la bibliothèque, et 11 heures du matin, lorsque les voisins ont appelé les secours. Apparemment, l'événement s'est produit plus près du matin, car le feu n'a eu besoin que de peu de temps pour se propager. La police a également recueilli des témoignages de témoins oculaires, qui ont vu un homme d'âge moyen se précipiter le long de la rue. En ce jour d'hiver, il ne portait qu'un t-shirt, ce qui semblait inhabituel. Quelques jours avant l'incident, l'université de Tara a reçu un appel. L'établissement d'enseignement avait un numéro spécial pour les demandes concernant les étudiants qui pouvaient être utilisés à la fois par les étudiants et les enseignants. Un homme, apparemment sous l'influence de l'alcool, a appelé et demandé le numéro de téléphone de Tara, qu'il n'a noté correctement qu'à la 8e tentative. Son identité n'a pas pu être établie. Au moment de l'incident, Tara avait un petit ami. Il a également été vérifié pour une éventuelle implication. Il a fourni un alibi, qui a été confirmé, mais la police ne l'a pas exclu du cercle des suspects. Les enquêteurs continuaient à le soupçonner, l'appelant souvent lui et ses parents la nuit, leur demandant de venir au poste de police pour fournir des échantillons supplémentaires ou se soumettre à un interrogatoire avec détecteur de mensonges. Il est à noter que c'est lui qui devait l'identifier. Le garçon vivait dans une autre ville et est venu immédiatement lorsqu'il a reçu la nouvelle de l'incendie dans la maison de Tara. Bien que les parents de Tara se trouvaient dans la même ville, on a demandé à son petit ami de l'identifier. Lorsqu'il a été amené sur les lieux, il est resté dehors, car on ne l'a pas laissé entrer. L'un des enquêteurs est entré dans la maison, a pris une photo et l'a montrée au petit ami sur l'écran de l'appareil photo. Celui-ci, encore sous le choc, a dit qu'il n'était pas sûr que ce soit Tara. Il a également mentionné qu'il avait offert des boucles d'oreilles à Tara, qui pourraient en permettre de l'identifier. L'enquêteur est retourné dans la maison, a pris les boucles d'oreilles et les a montrées au petit ami, qui a confirmé qu'il s'agissait des bijoux de Tara. Les enquêteurs ont bientôt porté leur attention sur un étudiant de l'université, où Tara étudiait. Ce jeune homme avait la réputation d'avoir un comportement ambigu
De nombreuses étudiantes ont rapporté qu'il invitait souvent des filles à des rendez-vous et n'acceptait pas toujours un refus. Il avait également insisté pour avoir des rendez-vous avec Tara malgré ses refus et le fait qu'elle avait un petit ami. Certaines filles ont tendance que son comportement les effrayait. Les enquêteurs l'ont considéré comme un suspect potentiel, mais n'ont trouvé aucune preuve de son implication. Une fois, il a même demandé aux amis de Tara de l'observer, ce qui a conduit à des discussions, mais n'a abouti à aucun résultat concret. Un autre suspect était un avocat, qui travaillait dans la même entreprise que Tara. Les enquêteurs, parlant à ses collègues, ont découvert qu'il s'était comporté étrangement peu avant l'incident. Dans l'entreprise, il y avait un groupe d'employés qui s'étaient liés d'amitié. Habituellement, les collègues passaient leurs soirées ensemble après le travail et visitaient différents endroits de la ville pour se détendre. Un jour, cependant, l'un des avocats a cessé de participer à ces réunions. Peu avant l'incident, il a dit à Tara qu'il ne pourrait pas venir à son anniversaire prévu pour le lendemain. Le matin du 19 janvier, avant le début de l'incendie, l'une des collègues a décidé de le persuader de venir quand même à la fête, car elle le considérait comme un bon ami et était déçue par son refus. Quand elle est allée dans son bureau, il n'y avait personne. Comme la journée de travail avait déjà commencé, cela lui a semblé étrange. Normalement, il était toujours à son poste, le matin, mais ce jour-là, il n'était pas au bureau. La collègue a vérifié son agenda de travail dans l'espoir qu'il avait des rendez-vous, mais il était vide. Ce jour-là, l'avocat n'est pas venu travailler. Le lendemain, l'avocat est allé chez un autre collègue et s'est comporté étrangement. Beaucoup soupçonnaient qu'il consommait régulièrement quelque chose, ce qui pourrait expliquer son comportement. Mais il y avait autre chose. La collègue a remarqué des égratignures fraîches sur son cou. Sous les ongles de Tara, comme beaucoup s'en souviennent, des particules de peau ont été trouvées, qui pourraient appartenir à l'agresseur. L'avocat a affirmé qu'un chat l'avait griffé et qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Cependant, quand on lui a demandé qui aurait pu être impliqué dans l'incident, il s'est mis à crier que c'était son père, mais n'a apporté aucune preuve pour étayer cette affirmation. Des mois après l'incident, l'avocat a été soudainement licencié et a quitté l'État. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas si la police a comparé son ADN avec les échantillons trouvés sous les ongles de la victime. De plus, il n'y a aucune information sûre si ces échantillons ont même été analysés. Les enquêteurs n'ont donné aucun détail aux proches de Tara, laissant de nombreuses questions sans réponse. Il s'est avéré plus tard que l'avocat rencontrait secrètement 2 employés de l'entreprise, bien qu'il soit marié. Cela pourrait expliquer son comportement étrange et ses fréquentes absences au travail sans explication. Les 2 femmes ont également mentionné qu'elles le soupçonnaient de consommer quelque chose de suspect. La police n'a trouvé aucune preuve de son implication dans l'incident, et avec le temps, l'avocat a été retiré de la liste des suspects. Les enquêteurs ont tourné leur attention vers les employés de l'entreprise, qui entretenaient la maison où Tara louait une chambre. Ils avaient une clé de rechange, ce qui pourrait expliquer l'absence de traces d'effraction. Mais là encore, aucune preuve significative n'a été trouvée. L'enquête n'a fait aucun progrès, bien que la police ait continué à chercher de nouveaux indices et témoins. Les détails de l'enquête ont été tenus secrets, afin de ne pas compromettre le processus. Avec le temps, de nouveaux témoins potentiels sont apparus. Une personne a déclaré avoir vu un homme quelques heures avant l'incident près de la maison de Tara. Une autre personne a rapporté avoir vu des traces rouges dans un cahier d'un des camarades de classe de Tara,
peu après l'incident. La police a vérifié les 2 indices, mais ils n'ont donné aucun résultat. Désespérés, les parents de la victime ont offert une récompense de 27 000 $ pour toute information pouvant contribuer à résoudre le crime. Au fil des ans, de nombreux enquêteurs ont mené l'enquête, mais la nouvelle équipe d'enquêteurs a promis de ne pas abandonner, malgré le manque de progrès. Le principal problème était le manque de preuves. Les pompiers, qui ont éteint l'incendie, ont laissé peu de traces, pouvant aider les enquêteurs dans la maison et la chambre de Tara. En 2020, 19 ans après la tragédie, un podcast décrivant en détail l'affaire Tara a été publié. L'animateur du podcast, avec les proches et d'autres témoins des événements, a recueilli toutes les informations disponibles sur le crime, ce qui a suscité un nouvel intérêt pour l'affaire. Le commissariat de police, qui dirigeait l'enquête, a également pris note de ce podcast, ce qui a conduit à une coopération renforcée entre les nouveaux enquêteurs et les proches de Tara, contribuant finalement à la reprise de l'enquête active. Pendant plus de 2 ans, des épisodes consacrés à Tara ont été publiés, ce qui a eu un impact significatif sur le cours de l'affaire. Cela a conduit l'État de Géorgie à élaborer un projet de loi visant à réduire le nombre de cas non résolus. Ce projet de loi était nommé en l'honneur de Tara et d'une autre jeune fille de Géorgie, dont l'affaire reste également non résolue. Rhonda Coleman, âgée de 18 ans, a été retrouvée morte en 1990, et les responsables n'ont toujours pas été retrouvés. Bien que cette affaire ne soit pas liée à celle de Tara, il a été décidé de nommer la loi en l'honneur des 2 jeunes filles, Coleman Baker. En 2023, le projet de loi a été adopté à l'unanimité, et le gouverneur de Géorgie s'est rendu à Atkins pour le signer en présence des familles des 2 jeunes filles. En 2023, une loi est entrée en vigueur prévoyant la création d'une unité pour les affaires non résolues au sein du bureau d'enquête de Géorgie. Cette loi donnait également aux proches des jeunes filles le droit de demander la révision des anciennes affaires, une nouvelle enquête sur les preuves et des mesures supplémentaires pour résoudre les crimes. Après l'entrée en vigueur de la loi, une nouvelle unité a été créée et s'est immédiatement penchée sur l'affaire de Tara. Les spécialistes ont soigneusement examiné tous les documents disponibles et ont commencé à analyser les preuves en utilisant les méthodes les plus récentes d'analyse ADN. Ce travail a duré plusieurs mois et le 13 mai 2024, la police a annoncé lors d'une conférence de presse l'arrestation de l'auteur de l'incident qui avait eu lieu 23 ans plus tôt. Le coupable était Ed Faust, âgé de 48 ans. Lors de la conférence de presse, les enquêteurs n'ont pas révélé tous les détails de l'enquête, mais ont souligné que les méthodes modernes d'analyse ADN et d'autres preuves biologiques ont joué un rôle crucial. La raison pour laquelle tous les détails n'ont pas été divulgués résidait dans la crainte que cela puisse influencer le procès à venir. Les documents d'arrestation indiquent que Faust est accusé d'un crime grave et que ses matériaux biologiques correspondent à ceux trouvés sur les lieux du crime. Des particules de peau trouvées sous les ongles de la victime ont également été utilisées pour extraire l'ADN du coupable. Ed Faust aurait dû être dans la base de données des forces de l'ordre depuis longtemps, car il avait été arrêté à plusieurs reprises pour divers délits, y compris pour coups et blessures, et avait passé une partie de sa vie en prison. Au moment de l'incident avec Tara, le suspect avait 25 ans et vivait dans la même communauté. Les enquêteurs ont constaté qu'il n'y avait aucun indice, qu'il connaissait la victime. Cela laisse supposer que Faust aurait pu entrer dans son appartement par ruse ou la convaincre de lui ouvrir la porte. La police a également souligné
que Faust n'était auparavant pas considéré comme un suspect dans cette affaire et que son nom n'est apparu que quelques jours avant son arrestation, grâce aux nouvelles méthodes d'analyse ADN. Il est actuellement en détention provisoire en attendant son procès, où des preuves seront présentées pour démontrer son implication. L'analyse ADN a fourni des résultats clairs. C'est pourquoi une libération sous caution a été refusée. Les enquêteurs sont convaincus de sa participation et l'affaire Tara est officiellement considérée comme résolue. Les proches de la jeune femme, qui ont cherché justice pendant 23 ans, ont enfin appris la vérité et ont remercié la nouvelle équipe d'enquêteurs pour leur travail acharné. L'affaire de la deuxième jeune femme, en l'honneur de laquelle la loi a été adoptée, reste non résolue. Sa famille espère cependant que les enquêteurs, grâce à de nouvelles preuves, pourront identifier et traduire en justice les coupables, comme cela a été fait dans le cas de Tara.